Oui, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à l'optimisation des conceptions acier dans C Ingénieur. Dans un premier temps, je voudrais savoir si vous m'entendez parfaitement bien au niveau du webinaire. Ok, parfait. Alors, je vais juste agrandir la page. Voilà. Ok, merci. Hop, parfait. Ok, parfait. Donc, je vais regarder l'heure, il est quelle heure? Bon, on va commencer alors. Alors, bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera consacré à toutes les règles que nous utilisons pour la vérification du contrôle acier dans C Ingénieur et qui ne sont pas repris dans le recode actuel. Avant de commencer, quelques petites infos pratiques. Donc, les micros des participants seront coupés pendant la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la fenêtre questions et nous tenterons d'y répondre à la fin de ce webinaire. Et enfin, le webinaire sera enregistré et sera publié sur notre chaîne YouTube afin de pouvoir le revoir ultérieurement. Donc, je suis Dimitri Desromeaux et je suis ingénieur au support de SIA. Lors de ce webinaire, nous passerons en revue toutes les interprétations et règles extérieures à l'Eurocode que SIA propose. Donc, dans ce webinaire sera divisé en 3 parties. Donc, nous parlerons des règles supplémentaires dans la classification des sections, dans un premier temps. Puis nous passerons à la vérification des sections. Enfin, nous regarderons également ce qui est dit dans la vérification de la stabilité des sections. Pour finir, on aura un petit extra, ce sera des règles supplémentaires qui ont été ajoutées à SIA Ingénieur. Alors, une question se pose, c'est alors pourquoi utilisons des règles extérieures à l'Eurocode? Eh bien, parfois, l'Eurocode ne nous offre pas des conseils complets sur la façon de comment calculer chaque partie du code de calcul. Par exemple, il nous dit d'utiliser un moment critique, mais il ne nous dit pas comment calculer ce moment critique. Un autre exemple serait également la détermination des facteurs K, Y et KZ pour le coefficient de flambement. Comme vous le savez tous, les codes européens ont été écrits il y a déjà un certain temps. Et depuis, des recherches ont été faites et des améliorations ont été apportées et trouvées. Nous avons donc incorporé ces résultats de recherche récentes dans la vérification AC de SIA Ingénieur, comme par exemple la méthode Semicon+, ou les formules de NCRTF. Cela nous amène à une question complémentaire très logique, qui est de savoir s'il est réellement permis d'utiliser des règles extérieures aux Eurocodes. Pour cela, nous voudrions faire référence au document de recherche sur l'application et l'utilisation de l'Eurocode qui dit donc l'application et l'utilisation de l'Eurocode omet parfois certaines indications de conception, comme le calcul de la valeur critique par exemple, et qui considère qu'il existe des sources établies et que ces sources ou publications peuvent être utilisées pour autant qu'elles fournissent des informations complémentaires non contradictoires. Ce qui veut dire, en résumé, que des informations qui complètent l'Eurocode et ne les contredisent pas. Donc dans la première partie, on va commencer par la classification des sections, avec les différentes règles pour la classification des sections. Voilà. Donc on reprend ce slide, donc un petit récapitulatif rapide de ce que dit la classification des sections et quelles sont les règles dans l'Eurocode. Donc, vous savez tous que la classification des sections est définie quand la classification des sections est définie quand le flambement local se produit dans une section. Comme tout le monde le sait, on retrouve dans l'Eurocode 4 classes de sections. Donc, la classe 4, qui est quand le flambement local se produit dans une section avant qu'elle atteigne le moment élastique ou de résistance. La classe 3, c'est quand le flambement local se produit entre le moment élastique et plastique. Et enfin, la classe 1 ou 2 est quand le flambement local se produit au-dessus de ces valeurs de résistance et selon qu'une rotule plastique peut être formée ou non. Comment ces sections sont-elles classées? Les classes sont données par un tableau dans l'Eurocode, qu'on reprend ici. Et ceci nous montre que la classe dépend de plusieurs choses. Donc déjà, dans un premier temps, si nous avons des éléments en partie en compression, en traction, etc., etc.,
du rapport entre la longueur et l'épaisseur de l'élément, de la limite d'élasticité, de la distribution des contraintes et, encore plus important, de la position de l'axe neutre à l'intérieur de la section. Donc l'objectif, maintenant, ce serait de déterminer la position de l'axe neutre par la distribution des contraintes plastiques. Donc, c'est ingénieur, vous disposez de 3 méthodes pour déterminer cet axe neutre pour la classification de vos sections. La première méthode, qui est appelée la contrainte élastique, permet d'obtenir la glace assez facilement à partir de la distribution élastique, comme le nom l'indique. Cette première méthode est la plus couramment utilisée car elle est rapide et facile à calculer à la main. Il suffit de regarder les contraintes élastiques à l'intérieur des sections. Donc, on a différents cas. On peut avoir soit de la compression uniforme. Donc, quand on a les moments, on a pratiquement des moments nuls dans la section. Après, un calcul standard où on va retrouver également donc un coefficient alpha qui va dépendre du rapport entre la compression et la somme de compression-tension, bien sûr pris en valeur absolue. Et ensuite, on a aussi également pour les sections, plus particulièrement pour les sections en I doublement symétrique, la distribution, donc là pour les I en doublement symétrique, la distribution des contraintes plastiques est prise en compte, mais seulement en augmentant MY et en utilisant la formule ci-jointe que nous retrouvons ici. La prochaine façon d'aborder ce problème est de trouver la distribution réelle des contraintes plastiques et de l'emplacement de l'axe neutre plastique à l'intérieur de notre section transversale. Pour cela, vous avez la méthode numéro 2, qui est l'intersection de la surface de plastification. Ce que nous allons faire, c'est essayer de trouver différents points sur la surface de plastification de cette section. Une analyse plastique complète est donc lancée et exécutée pour un certain nombre de combinaisons de forces prédéfinies. Après avoir calculé tous ces points, nous pouvons en quelque sorte former cette surface de plastification pour la section spécifique. Le point d'intersection nous donnera l'emplacement de l'axe neutre plastique de la section. Bien sûr, puisque nous calculons pas toutes les surfaces, mais seulement une discrétisation de la surface, il se peut qu'on ait un calcul un peu moins précis. Par conséquent, nous allons obtenir quelques déviations de la position réelle de l'axe neutre plastique. Cette méthode est légèrement plus lente que la première méthode qui est la méthode élastique, parce que nous devons calculer ce nuage de points, mais nous pouvons les sauvegarder et ensuite, pour n'importe quelle combinaison de force, vous pourrez réutiliser ces points déjà calculés et cela ira beaucoup plus vite par la suite. Enfin, la dernière méthode, qui est l'approche itérative, qui ressemble à la méthode numéro 2. Donc, c'est une approche itérative qui effectue un calcul plastique complet basé sur la forme initiale comme la méthode numéro 2 et est destinée aux personnes qui veulent trouver la position exacte de leurs axes neutres plastiques et qui ne veulent pas se permettre de petites déviations. Dans ce cas, nous affinons la surface plastique de manière itérative jusqu'à ce que nous trouvions l'endroit de l'axe neutre plastique. Bien sûr, cette méthode est beaucoup plus lente et doit être répétée pour chaque combinaison différente de forces. Alors, une question se pose, c'est alors quelle est la différence entre la conception élastique et la conception plastique? Quelle différence aussi peut-il apporter à ma classification? Pour cela, je vais prendre un exemple très simple d'une section en I avec une composante de moment et une composante de force normale. Si nous utilisons la formule pour la section en I doublement symétrique, où nous augmentons le moment jusqu'à ce que nous atteignions la capacité limite, nous atteignons une position de notre axe neutre à 0,77. À 0,77. Maintenant, si nous regardons les distributions plastiques réelles, où la force normale et le moment sont augmentés proportionnels de plus ou moins 22%, nous pouvons calculer notre facteur UF, qui est repris dans la deuxième formule de alpha. Donc, c'est le NED divisé par UF. Donc, ici, dans ce cas-là, UF serait égal à 1 divisé par 1,22 pour les 22%. On obtient donc UF qui est 0,82. Et donc, nous atteignons de ce fait le véritable axe neutre à une position, dans ce cas, de 0,83. Cela signifie que nous avons plus ou moins 7% de sections avec plus de compression qu'avant. Donc, cela nous donnera un résultat un peu moins bon, forcément, mais plus proche de la réalité.
Nous reprenons dans ce slide ici une image de notre boîte de dialogue directement de C ingénieur, où vous pouvez voir que si vous recherchez la classe par les méthodes d'itération des surfaces de classification, il vous affichera également à l'écran la position de l'axonol plastique qui a été calculée. Donc l'axe est représenté ici en rouge. Pour contrôler ces méthodes dans C ingénieur, il y a deux endroits. La première possibilité, qui est reprise ici à gauche, nous avons ici donc le menu de section transversale où vous pouvez ouvrir depuis la fenêtre de classification et qui va vous montrer la position, qui va vous montrer excusez-moi, donc ouvrir la fenêtre de classification que je viens de vous montrer et là vous pourrez choisir entre les trois méthodes. Mais cela n'affecte que les résultats à l'intérieur de cette boîte de dialogue. Donc, si vous voulez juste, ça permet uniquement de vérifier votre section avant même un premier calcul, ou si vous voulez savoir quelle est la classe et quel effet cela aurait, quel effet cela aurait d'utiliser une autre méthode. Maintenant, si vous voulez tenir compte d'une certaine classification, donc une certaine méthode dans le calcul, vous devez aller dans les paramètres acier. Donc, c'est repris ici dans la petite image à droite. Et dans la plastic analysis, donc dans l'analyse plastique, de classification, vous pourrez avoir les trois méthodes. Donc, la première méthode, elle est élastique. La méthode avec l'intersection de la surface de classification, la méthode itérative. Et en dessous, vous pouvez également choisir la méthode de classification de la stabilité sur laquelle on reviendra un peu plus tard dessus. Dans C ingénieur, nous avons une amélioration aussi du classement des sections pour les classes 3. C'est la méthode semi-plus. Quand vous regardez le diagramme de moment résistant que vous pouvez utiliser par rapport à la classe de votre section, nous remarquons un comportement qui n'est pas vraiment naturel. Si vous avez une certaine valeur de C sur T, vous pouvez utiliser la résistance plastique. Maintenant, si C augmente par exemple d'1 millimètre, peut-être que vous tombez dans la classe 3 et soudainement, vous passez d'un moment résistant utilisable qui chute drastiquement. C'est ce qu'on reprend ici avec ce petit escalier. Maintenant, est-ce que ce minuscule changement peut vraiment avoir un tel impact sur le comportement de la section? Telle est la question. Nous pensons en interne que ce n'est pas tout à fait correct, et c'est aussi ce que la recherche Micron Plus pense. Donc, ce qui est proposé, c'est de simplifier cette diminution par une belle droite d'interpolation, qu'on va reprendre ici en rouge. Cette interpolation entre le moment élastique et le moment plastique pour les classes 3. Donc, plus vous êtes proche de la classe 4, plus la résistance que vous pourrez utiliser sera proche de la résistance élastique. Maintenant, si vous êtes plus proche de la classe 2, forcément, vous pourrez prendre la résistance, une valeur plus proche de la résistance plastique. Donc, Semicon Plus, en résumé, Semicon Plus offre une conception plus économique pour les sections I, H et RHS avec une interpolation entre le moment élastique et le moment plastique pour les classes 3. J'ai repris ici quelques formules, comment c'est calculé. Ensuite, une deuxième amélioration provenant de Semicon Plus concerne les limites de classification. Ils ont remarqué une différence, une divergence entre la limite de classification, si vous regardez l'Eurocode pour les éléments, donc pour rappel, pour les éléments, ce sera l'Eurocode 3 partie 1.1, et l'Eurocode pour les plaques en acier, qui est l'Eurocode partie 1.5, Eurocode 3 partie 1.5. Alors que normalement, ces deux valeurs devraient être identiques. Des recherches supplémentaires ont prouvé que celle de l'Eurocode pour les éléments, donc Eurocode partie 3.1.1, était en fait erronée. Ils proposent de les modifier et de les adapter pour qu'elles soient correctes et que les limites soient les mêmes dans les deux Eurocodes. Donc, comme vous savez tous, les Eurocodes sont en révision. Donc, ce changement fera donc partie des prochaines générations d'Eurocode, également ainsi que la règle que je vous ai expliquée juste avant, avec l'interpolation entre les moments élastiques et plastiques pour la classe 3. Donc, pour l'instant, étant donné qu'ils ne font pas techniquement partie de l'Eurocode, et qu'il peut même être prescrit par une autre méthode de calcul, nous laissons l'utilisateur
la possibilité de choisir lui-même s'il veut utiliser la méthode ou non semi-plus. Donc, vous pouvez voir ici que dans le paramétrage AC, vous avez juste à cocher ou décocher l'utilisation de la méthode semi-plus. Maintenant, parlons un peu des facteurs d'utilisation qui sont aussi une amélioration et un ajout dans C Ingénieur. Donc, ceci vient de se poser la question de savoir quelle classe de section doit être utilisée pour un contrôle de stabilité. Vous savez tous que quand on regarde la stabilité, c'est un effet qui s'étend sur toute la longueur de l'élément. Donc, c'est la colonne entière qui va se déformer et pas seulement une section. Si nous regardons notre colonne, ici reprise dans l'exemple, on voit parfaitement qu'on a sur une grosse partie de la section, on a de la classe 1 et ensuite on passe entre classe 3 et 4 en pied de poteau. Donc une question se pose, c'est laquelle devons-nous utiliser lorsque nous vérifions le flambage? Auparavant, parce qu'il n'y avait pas de directive, SIA utilisait la classe maximale trouvée le long du profil. Donc dans ce cas-ci, la classe 4. Maintenant, SIA offre une autre option qui est l'utilisation d'un facteur d'utilisation. En gros, pour vous faire un résumé, nous allons simplement regarder la section sur l'élément qui est le plus utilisé et qui est le plus proche des valeurs de résistance. Et ensuite, nous utiliserons la classe de cette section comme la classe de section pour le contrôle de stabilité. Nous avons bien sûr fait un webinaire complet sur ce sujet lorsque nous avons introduit dans C Ingénieur 2021. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez juste chercher simplement sur notre chaîne YouTube le webinaire en question et vous le trouverez immédiatement. Dans la configuration AC, vous pouvez choisir entre la classe maximale le long de l'élément ou le facteur d'utilisation N. Et ensuite, dans la vérification, vous pourrez demander d'afficher les valeurs d'utilisation. Ici, nous voyons très bien que la section la plus utilisée est en haut. Donc, pour ce cas, nous utiliserons une section de classe 1 au lieu de la section de classe 4. Pour le calcul, au lieu de la section de classe 7 pour le calcul. Ce qui serait bien sûr beaucoup plus agréable comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant, je vais passer au contrôle des sections. Le premier sujet des contrôles de section concerne le cisaillement pour les contrôles au cisaillement. L'Eurocode nous donne une résistance plastique si la section a une zone de cisaillement définie. Si ce n'est pas le cas, il revient à une vérification élastique des contraintes à l'intérieur de la section. Mais il nous donne seulement un nombre limité de sections pour lequel nous pouvons calculer une zone de cisaillement. Ici, ça utilise cependant deux autres références à partir desquelles elle a trouvé un tas d'autres zones de rupture pour un tas d'autres formes. Vous pouvez alors, sur notre page web d'aide en ligne, sur laquelle nous reprenons les différents types de sections, toutes les formules, ainsi que les différentes sources qui sont reprises juste à côté. En outre, pour les sections qui ne sont toujours pas couvertes par les zones de cisaillement, il est également possible de calculer ces zones de cisaillement. Donc, on peut faire un calcul aux éléments finis en cochant le calcul MEF2D dans la section et déterminer une zone de cisaillement, afin de faire une vérification de cisaillement plastique pour ces sections qui n'ont pas de zone décrite dans le N. C'est à l'utilisateur de décider dans la configuration AC s'il souhaite l'activer ou non, comme vous pouvez revoir sur l'image reprise à droite. Maintenant, ça n'influencera que les sections qui n'ont pas de zone de cisaillement décrite. Si nous avons une zone de cisaillement décrite, forcément, on utilisera l'Eurocode. Les formules données par l'Eurocode pour l'aire de cisaillement. Donc, le sujet suivant n'est pas un ajout aux règles de l'Eurocode, on reprend un peu ce que dit l'Eurocode, mais c'est un rappel surtout afin que vous pensiez à contrôler le gauchissement lorsque vous savez que lorsque vous avez une torsion significative dans vos sections ou lorsque vous avez des sections sensibles à la torsion, on peut faire un contrôle au gauchissement. Vu que la partie en torsion de gauchissement n'est pas prise en compte automatiquement dans C Ingénieur, c'est pour ça que j'attire votre attention sur ce contrôle. Donc, il faut l'activer depuis la fenêtre
longueur système et flambant, paramétrage flambant. Et en effet, les conditions limites de déformation doivent être connues afin de calculer les forces internes correctes. Donc, si vous, par exemple, vous voulez prendre en compte, vous devez aller dans les paramètres de la section, donc les paramètres de flambant, activer la vérification, comme vous pouvez voir ici tout en bas, et ensuite définir pour les débuts et la fin si la section a été libre ou fixe pour le gauchissement. Ce n'est pas non plus dans le recueil, mais je ne pense pas que ça devrait y figurer. Je vous ai également ajouté, pour être complet, les différentes formules pour calculer les contraintes provenant de ces déformations. Donc, on a 3 étapes. Hein. Dans un premier temps, nous décomposons le moment des éléments en forme de diagramme standard. Puis, nous utilisons des formules qui décrivent les moments de torsion secondaire et les moments de déformation pour ces formules standards de torsion, pour ces formes standards de torsion. Et enfin, nous pouvons calculer les contraintes de déformation à l'intérieur de la section et fin de vérification de ces contraintes. Voilà, différentes formules. Voilà, j'en ai fini pour la contrôle des sections. On va passer au contrôle de stabilité. Voilà. Donc pour le contrôle de stabilité, on va commencer déjà par une première chose qui est bon à savoir, c'est le facteur de flambage, donc les facteurs KY et KZ. La seule façon de calculer avec précision ces facteurs est malheureusement de faire un calcul de stabilité ou un calcul non linéaire. Donc pour la calcul non linéaire, c'est l'autre possibilité, c'est de traiter ces facteurs de flambage et de ne pas s'en préoccuper. On ne s'en préoccupe pas parce que nous allons tenir compte des effets de second ordre. Donc les effets de second ordre sont les imperfections locales et globales. Dans ce cas, le flambant flexionnel peut être annulé ou négligé. Bien sûr, il est possible donc je reviendrai un peu plus tard, mais il est possible aussi de négliger ce flambant flexionnel, mais par contre de tenir compte encore du déversement et du flambant torsionnel. Mais bien sûr, nous n'avons pas toujours le temps de faire un calcul non linéaire avec une quantité de combinaisons non linéaires ou d'imperfections importantes, ou encore de faire un calcul de stabilité pour chaque élément de votre projet. Nous devons donc avoir un moyen d'estimer, au moyen de quelques facteurs K, pour un calcul linéaire simple pour nous. Nous avons trouvé une référence qui donne une bonne approche, mais seulement pour des structures de type portique qui ont des connexions perpendiculaires de type rigide ou semi-rigide. Donc, il y a 2 formules que j'ai reprises ici. Donc, il y a 2 formules différentes. Donc, une pour les structures à nœud non déplaçables, qui ne sont pas susceptibles au déplacement horizontal, et une à nœud déplaçable. Ces formules sont basées sur la rigidité des hauts nœuds de chaque côté de nos éléments. Cette rigidité est calculée à partir de 2 cas de charge cachés qui nous donnent à un moment une rotation correspondante dans ce nœud. Et si on les divise, on obtient un certain rapport de rigidité. Et c'est ainsi que nous pouvons estimer certains facteurs K. Donc, voilà, c'est un peu le détail des formules. Hein, pour calculer le psique et le CI fois L divisé par EI. Et permet de trouver le X et afin d'aller l'incorporer directement dans la formule 1 sur L, qui est le coefficient de flambant K. Mais j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il s'agisse d'une estimation et que si votre structure ne correspond pas à l'identique, qui ne correspond pas à la description donnée auparavant, vous devrez être très prudent et vérifier le facteur de flambage qui en résulte, bien sûr. Maintenant, le plus souvent, on se place du côté de la sécurité, étant donné qu'on a un résultat très élevé du facteur K. C'est pourquoi on est du côté sûr. Mais restez prudent et sur les résultats obtenus, bien sûr. Vous pourrez toujours aussi, par exemple, faire une analyse de stabilité sur un élément en question afin de savoir vraiment si vous êtes déjà en nœud déplaçable ou non déplaçable et afin de tenir compte de la longueur de flambant réelle qu'on pourrait avoir en réalité sur notre projet. Donc, si je vais maintenant dans ingénieur, vous avez donné le flambant de l'élément où vous pouvez choisir, donc c'est la vue qui est à gauche,
Vous pourrez choisir, donc, si vous laissez donc le logiciel calculer, donc ce facteur KY ou KZ, hein, qu'on pouvez retrouver ici, ou incorporer un facteur, donc un facteur qui peut varier souvent dans l'Eurocode entre 0,5 et 1, voire jusque 10 si vous êtes en nœud déplaçable, ou aussi incorporer directement une longueur. Vous avez aussi en bas quelques formules supplémentaires que nous avons intégrées dans SIA pour les structures en tour treillis. Donc c'est ce qui est repris ici, encadré en bleu. Dans la configuration AC, donc on va maintenant passer sur le côté, donc la partie, la vue de droite. Donc la configuration AC, vous pouvez aussi donner le paramétrage par défaut concernant les nœuds déplaçables ou non déplaçables, donc Y, Y et ZZ, mais également dans les buckings, dans les longueurs de flambement et les ratios KY et KZ, les ratios maximum, donc les K maximum à prendre en compte. Donc, ici, dans cet exemple, nous avons pris 10. Donc là, dans ce cas-là, si vous êtes en nœud déplaçable, le facteur K maximum sera limité à 10. Voilà. Et vous pouvez me mettre n'importe quelle valeur. Par exemple, mettre 2 si vous êtes sur un poteau encastré et livre en tête de poteau. Un autre aspect du flambement par flexion est le calcul des valeurs critiques pour les éléments à section ou à hauteur variable. Comme vous le savez, la valeur critique nous donne est donnée pour une certaine propriété de section. Et ensuite, notre longueur de flambement, par contre, elle est fixe. Dans les profils à hauteur variable, l'inertie, comme vous le savez, varie le long de la hauteur de notre profil. Donc, une question se pose, c'est quelle inertie devons-nous utiliser ici pour avoir la valeur de l'effort critique? Pour cela, nous nous référons à une méthode Hirtz-Triesnel de l'ECCS, où il trouve un moyen d'interpoler entre l'inertie minimum et maximum de la section. Mais cette formule ne fonctionne que pour les sections doublement symétriques. Par contre, pour les autres sections, nous n'avons toujours pas de solution. Donc actuellement, nous utilisons l'inertie à chaque section de la poutre pour la vérification. Nous avons ensuite le flambement par torsion. Donc le flambement torsionnel est tiré directement de celle de l'Eurocode, comme indiquent les formules. Pour la partie flambement par flexion-torsion, l'Eurocode offre une version très simplifiée de cette formule avec un champ d'application limité. Nous avons donc été au-delà en utilisant une référence de l'axe style où ils font une version plus complète de la formule. C'est ce qui est repris ici à droite. Maintenant, nous allons passer au déversement. Donc, on va faire un petit rappel ce que dit l'Eurocode sur le déversement. Hein. Vous savez que nous calculons donc la résistance au déversement, donc le M moment résistant au déversement, c'est la multiplication du moment résistant brut par un facteur de réduction de déversement. Nous avons deux cas pour calculer ce coefficient. Donc un cas général où nous calculons le facteur de réduction en fonction de notre facteur d'imperfection de la section et de la valeur critique. Et pour les sections laminées ou soudées équivalentes, nous utilisons les mêmes facteurs, mais aussi un facteur supplémentaire KC qui tient en compte la distribution des moments le long de l'élément. Par contre, j'attire votre attention, c'est sur le MCR. Dans l'Eurocode, il n'est pas dit directement comment le calculer, le moment critique. Donc, je reprends ici la formule du MCR. Donc, le calcul du MCR envoie le CCS, qui est utilisé sur la formule qui est bien connue. Je pense que tout le monde connaît cette formule. La plupart des paramètres sont assez clairs et sont assez facilement calculés par un ingénieur. Donc, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais par contre, en revanche, je vais un peu plus développer sur quelques explications, en donnant quelques explications sur certains facteurs supplémentaires. Donc, les facteurs en question, ce seront les facteurs K, KW et KLT. Donc, en commençant par K, le facteur K, le facteur K dans cette formule est analogue à notre facteur de flambement, donc qui représente le rapport entre la longueur de la poutre et la longueur de flambement. Donc, vous pouvez voir dans l'image quelques exemples standards. Donc, c'est un peu comme la longueur de flambement.
Donc, on va varier entre 0,5 si on est en bi rotulé, et en bi encastré, on va arriver à 0,5. Le facteur maintenant KW est similaire, mais au lieu de tenir compte de support de flambant, nous tenons compte de la fixation à la déformation. Donc, le maintien, on va dire, de la déformation au déversement. En d'autres termes, si oui ou non, l'extrémité et le début de notre poutre sont libres ou fixes pour la déformation. Encore une fois, nous allons d'un facteur qui varie entre 0,5 et 1. Donc 0,5 pour aucune contrainte et 1 quand on a un maintien complet. Ensuite, nous avons un facteur additionnel dans cette formule qui est le KLT. Il n'existe pas dans la référence actuelle. Donc, en réalité, en formule standard, KLT généralement est égal à KLT égale à K. Cependant, dans ça, nous avons changé cette situation parce que la longueur pour le déversement n'est pas toujours égale à la longueur de flambant en flexion. Par exemple, il peut y avoir une contrainte du déversement qui ne tiendra pas le flambant flexionnel ou torsionnel. Nous pouvons, donc en d'autres termes, nous pouvons changer cette valeur de qualité et mettre une valeur personnalisable. Ensuite, les facteurs suivants sur lesquels nous allons passer un peu plus de temps pour développer sont les facteurs C1, C2 et C3 qui tiennent compte de la distribution des moments, de la position de la charge et la symétrie de la section. Nous avons trois façons possibles de les calculer, mais la méthode standard est celle de l'ECCS par Gallia. C'est aussi la méthode la plus connue. Pour les lignes de moment linéaires, C1 est trouvé en utilisant la formule de la norme ECCS 119 annexe B, et C2 est égal à 0. Pour une charge ponctuelle ou linéaire également, différents tableaux donnent des valeurs de facteurs C1 et C2. Une double interpolation peut être effectuée entre les valeurs intermédiaires. Et pour C3, un autre tableau est utilisé basé sur la valeur de C1 et une valeur mesurant la symétrie. Donc c'est ce qui est repris ici dans la formule. Ensuite, nous avons la deuxième méthode, qui est la méthode Lopez, Young et Serna. Ici, on va utiliser cette méthode. Donc, dans cette méthode, les facteurs C2 et C3 sont fixés à 0, ce qui signifie que les effets de position de la charge et de la symétrie ne sont pas pris en compte. Donc, le calcul est effectué avec les valeurs réelles du moment, échelonnées en 5 endroits le long de la longueur de notre section. Nous utilisons ces valeurs de moment pour calculer une valeur C1 qui vous permet vraiment de prendre en compte certaines formes de moments spéciales qui ne sont pas repris dans les diagrammes standards. C'est pourquoi cette méthode peut être intéressante. Par contre, cette méthode n'est possible que si K et KW sont égaux à 0,5 ou 1. Enfin, il y a encore la dernière méthode, qui n'est plus trop utilisée de nos jours, qui est la méthode, on va dire, l'ancienne méthode précurseur de nos eurocodes, qui est les ENV. C'est une méthode dépassée, bien sûr, qui n'aurait probablement pu être utilisée aujourd'hui. Mais si cette méthode donnait quand même des résultats assez bons et assez élevés pour le MCR. Donc, cependant, si vous avez un vieux projet qui a été calculé avec ces règles, il serait peut-être impossible de le recalculer avec CA 21.1. Donc, c'est pour ça que nous avons quand même gardé cet ancien dans les projets, enfin plutôt dans SIA, afin de calculer d'anciens projets avec cette méthode et que vous puissiez refaire les différents calculs via l'ancienne méthode ENV. Donc, si nous passons maintenant dans ces ingénieurs, donc dans les paramètres de flambant, vous pouvez retrouver, donc définir les K, LTB, K et KW. Il est également possible de définir la position de l'application de la charge. C'est ce qui est repris ici, encadré en rouge. Et ce qui est encadré en bleu, c'est la possibilité soit de laisser SIA calculer donc le MCR, qui va calculer tous les différents coefficients, mais également C1, C2, C3. Mais il y a une autre possibilité, c'est de pouvoir laisser à l'utilisateur d'appliquer son propre MCR, donc calculé. Donc tous les autres paramètres seront ignorés et nous utiliserons donc la valeur du MCR rentrée par l'utilisateur. Donc dans la configuration acier, ce qu'on retrouve ici à droite, vous pouvez choisir aussi la méthode de calcul de C1, C2 et C3.
soit la UNV, soit le CCS 119 Gaia, ou soit Lopez Young Cerna. Donc par défaut, par défaut, c'est le CCS 119 qui est coché. J'ai brièvement mentionné le facteur supplémentaire classé tout à l'heure, qui prend en compte la distribution des moments pour les sections soudées équivalentes. Donc, l'Eurocode offre déjà une méthode suivant l'Eurocode 3 partie 1, tableau 6.6. Et encore une fois, il y a un nombre limité de types de distribution des moments disponibles. Donc, une option supplémentaire venant de ACC Style a été ajoutée et qui permet de calculer, suivant C1, le facteur cassé et qui prend en compte la distribution des moments. Par défaut, nous suivons l'Eurocode, mais si vous souhaitez bénéficier de cette amélioration et mieux prendre en compte les formes de moments de flexion, vous pouvez la changer dans notre configuration acier. Donc, dans méthode, pour le calcul de cassé, vous avez les deux méthodes, soit le tableau 6 de l'Eurocode, soit la détermination suivant C1. Encore un ajout dans Dancia, c'est dans le calcul, nous pouvons aussi tenir compte de la présence d'une tôle lors de calcul de flambement flexionnel, torsion ou de déversement. Donc, on a deux possibilités. Donc, la tôle peut être prise en compte de deux manières différentes, bien sûr, comme je viens de le dire. Donc, la première est que la tôle est si rigide qu'elle contrebalance complètement l'élément, l'empêchant complètement d'effectuer un flambement flexionnel torsionnel ou un déversement. Ou alors, elle n'a pas assez de rigidité, donc elle n'est pas assez rigide, mais qu'elle fournit une certaine proportion de rigidité. Alors, cette proportion de rigidité calculée est ajoutée à la rigidité de la section. Donc, on a rendement de l'élément plus performant. Rendant l'élément plus performant, excusez-moi. Ok, maintenant qu'on a calculé les différents coefficients, les différentes résistances, il est temps de combiner toutes ces vérifications dans la fameuse formule 661 et 662 de l'Eurocode, qui sont les contrôles combinés. Donc, compression, moment X, moment Y et moment Z. Dans ça, nous sommes un peu plus sévères que l'Eurocode, parce que l'Eurocode dit, lui, combine uniquement le flambement flexionnel et le déversement, alors que dans C ingénieur, nous allons vérifier si le cas de flambement par torsion n'est pas limitatif et nous allons prendre ce fameux coefficient de torsion pour le comportement flexionnel. Pour la méthode d'itération 1, dans le cas où le flambement par torsion est limitatif, donc xi TF est plus petit que xi Z, la valeur de xi Z est remplacée par xi TF et est utilisée uniquement dans l'équation 662. Dans la méthode d'itération numéro 2, dans ce cas, le flambement par torsionnel est limitatif, donc si xi TF est plus petit que xi Z, la valeur de xi Z est remplacée par la valeur de xi TF et utilisée dans toutes les formules 661 et 662, mais également dans les facteurs d'interaction. Enfin, nous avons une autre combinaison possible, qui est la flexion combinée à la traction. Donc, l'Eurocode ne donne pas le contrôle pour cela, mais nous voulons quand même considérer l'effet de la combinaison de notre déversement YY avec un moment secondaire sur la section, tout en considérant les effets positifs de la traction. Voilà, donc, c'est la formule qui est reprise ici. C'est pour ça que nous avons une valeur négative, donc qui est le moins NED sur NT RAD. Donc, qui améliore, on va dire, le match, enfin, la stabilité de notre section. Et enfin, pour finir, donc tout ce qui est supplémentaire, donc les extras. Donc il y a une chose dont je vais vous parler, donc une dernière option supplémentaire qui est une option dans la configuration de l'acier qui n'est pas très connue. C'est le moment des colonnes dans la construction simple. C'est une option vous permettant de considérer le fait que votre poutres ne sont pas attachées au centre de votre colonne, mais plutôt avec une certaine excentricité dans votre colonne. Nous avons par conséquence des moments supplémentaires à l'intérieur de la colonne. Dans Accessible, nous avons quelques formules pour calculer ce que seraient ces moments additionnels dans nos colonnes par des joints articulés. Vous pouvez choisir de prendre en compte ces moments supplémentaires ou non sur vos colonnes en activant le paramètre de la configuration acier. Donc, juste ici. Bien sûr, il y a des conditions. Donc, par défaut, elle est désactivée. Et les conditions limitatives. Donc, nous pouvons le faire que si la colonne est une section I ou section RHS, de type structurel colonne pignon ou colonne secondaire. Le poteau n'a pas de section arbitraire ou d'arc-boutant.
seules les poutres connectées de type structurel poutre, chevron ou côté plaque sont prises en compte, ou sont prises en, ouais, côté plaque sont prises en compte et doivent avoir une charnière du côté où elles sont connectées à la colonne. Et enfin, il peut y avoir un maximum de 2 poutres connectées dans le même plan et sur le même nœud. Ces 2 poutres connectées, par contre, doivent avoir la même direction d'axe X de le système local, donc le LCS. Voilà, donc j'en ai fini pour ce webinaire. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, je ne vois pas l'option de la méthode de classification dans SIA 20, c'est normal. Ça, c'est assez bizarre. Je vais regarder. J'ai SIA 20 sur mon PC. Bah non, c'est pas normal parce que l'analyse plastique, je peux la choisir. Donc, oui, on s'y a 20, 20-0-42 en 64 bits. J'ai bien la contrainte élastique, les interactions avec la surface de classification et approche itérative. Donc, ce n'est pas normal. Donc, je vous invite peut-être à poser la question directement à notre support, donc qui est support@sia.net. Alors, ah oui, excusez-moi, oui. Mais c'est l'option juste en dessous. Oui, donc non, elle n'est pas disponible dans la version 20.0. Oui, excusez-moi, je croyais que c'était l'analyse plastique. Oui, forcément, c'est comme je l'ai dit un peu plus haut. Je reprends ici la diapo. Sur cette partie, elle est là, ici. En fait, cette méthode, elle a été incorporée dans la version 21.1. C'est pour ça ici qu'on en parle. Qu'on a fait un petit webinaire là-dessus, sur la version 21.1. Donc, oui, c'est normal que vous ne l'ayez pas dans la version 20.0. Alors, j'ai des autres questions. Voilà. Bonjour, comment ça fait? Alors, bonjour, comment s'effectue la classification, l'analyse de stabilité si on utilise des sections complexes issues de modules sections graphiques? Bon, la classification, généralement, quand vous faites, après, ça dépend aussi de votre section graphique. Est-ce que c'est du format à froid ou est-ce que c'est du profilé par format à froid et soudé? Si c'est en format à froid, forcément, vous serez en classe 4 dans tous les cas parce que on travaille principalement en section efficace. Et pour l'analyse de stabilité, SIA va en tenir compte. Après, il y aura peut-être juste un petit, pas de problème, mais un petit doute, ça sera sur la longueur de le KY et le KZ, donc la longueur de flambement, ou peut-être ça serait peut-être utile de faire une analyse de stabilité. Donc avec des combinaisons de stabilité afin de voir les différents modes de flambement ou d'instabilité et de trouver les différents coefficients KY et KZ. Ok, donc j'ai pas d'autres questions. Ok, bah parfait. Donc, si j'ai pas d'autres questions, bah, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, au revoir.